Christine, pour faire un peu le Ouais. pitch de ton parcours, tu es ostéopathe diplômé, Oui, tu es kinesthésique et tu as rédigé notamment un mémoire qui a fait date sur la migraine. oui. Hein, avec La vraiment- migraine primaire, Ouais. oui. C'est-à-dire de la compréhension neurophysiologique de la cause de la migraine primaire et des traitements à l'appui. Ouais. Voilà, et donc ça c'était grâce à un directeur de CNRS qui était très doué en neurophysio au niveau même mondial. Et il a pu vraiment m'enseigner des choses dessus. Et j'ai pu vraiment. Le but c'était est-ce que l'ostéopathie peut traiter ce genre de choses. Et donc le but c'était juste de savoir, c'était mon mémoire au départ, si c'était possible ou pas. Et au fil en aiguille, en comprenant de plus en plus de choses, j'ai réalisé qu'on avait une action possible. Et donc j'ai fait des traitements au point pour justement que les ostéopathes puissent aider des migraineux. Et c'était important parce que plus on donne des médicaments aussi, plus, d'ailleurs les neurologues le savent, plus ils pouvaient aussi leur donner des migraines à cause des médicaments. Donc c'était vraiment très difficile pour eux et je me suis dit, si on a une action, c'est génial. Et donc vraiment, ça a été chouette de pouvoir découvrir ça et de pouvoir transmettre ça et de l'écrire. Et voilà. Ça a été un marqueur important dans ta vie, ça a été un passage ou le début de quelque Alors, chose j'adore la recherche en fait. Donc, pour moi, ça a été génial de tomber sur, au départ, c'était un ostéopathe qui cherchait un peu ça et qui osait pas appeler un directeur de CNRS dont les recherches qu'il trouvait très intéressantes. Et moi, j'ai osé l'appeler, je suis tombée sur lui. On a eu une très belle interaction et alors là, tout a commencé quoi. Et ça a été super parce que j'ai réalisé que c'était super intéressant, quoi. C'était vraiment, pour moi, je comprenais mieux la neuro, le crânien, les interactions, les synapses. Et donc, en fait, la migraine, c'est juste, en fait, une interaction neuronale. On appelle ça antidromique, c'est un réflexe neuronal, quoi. Et ça fait une inflammation en fait. Et là, il y a une neuropeptide aussi inflammatoire qui arrive et le seuil de la douleur est augmenté. Et quand on comprend ça et qu'on peut interagir là-dessus, c'est assez passionnant en fait. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Parce que lorsque tu vois quelqu'un, Oui. on va appeler un patient, vient Oui. chez toi, qu'est-ce qui se passe? C'est un Alors- ressenti d'abord, une analyse? Alors ça, c'est l'ostéopathe particulière que je suis, puisque je suis kinesthésique, c'est-à-dire que je ressens beaucoup à travers les mains. Donc j'ai cette capacité-là. Donc moi j'ai une amie, elle est clairaudiente par exemple. Et moi effectivement, je ressens, je peux voir les auras, c'est vrai les fameuses auras, qu'on en parlera tout à l'heure, qui sont liées au biophoton. Et donc tout est quand même, il y a une compréhension scientifique en fait dans tout ce qu'on... Et en fait, j'ai des capteurs qui sont très éveillés, on va dire. Et quand je ressens un patient, déjà quand il arrive, au fond, je sais. Je sais qu'à travers la douleur, il a autre chose à régler. Ou, il y a autre chose, parfois c'est pour autre chose, mais la douleur lui a permis de venir pour travailler autre chose. Et en fait, je sens à travers le corps, les différents corps, physique, émotionnel, mental, spirituel. Et parfois, je suis même emmenée dans le transgénérationnel. Ouais. Voilà. Alors on dit souvent maladie, maladies. Ouais. Mais souvent, en fait, le corps aussi et donc il y a la mémoire de l'eau. Et en fait, depuis 2018, on a eu plein de trouvailles. Et le plus grand organe du corps humain, c'est l'interstitium. C'est un organe à part. Et cet organe-là, en fait, c'est vraiment un organe qui prend tout le tissulaire et qui est en interaction avec tout. Et donc c'est très liquide, ça permet justement au choc, d'éviter les chocs, de ne pas justement avoir des traumas ou c'est vraiment, c'est là pour nous protéger en fait. Et c'est un organe vraiment à part entier et qui a été reconnu depuis 2018 et qui est en interaction avec tout, avec la peau. Et la peau, c'est fabuleux parce qu'on pensait que le tissu conjonctif en fait avait un certain rôle. Et en fait, depuis Grimberto, un chirurgien de la main, on a découvert qu'en fait, il y a des éléments fractales sous la peau et c'est en interaction avec tout le corps. Et ça va très vite en fait. Et donc, et c'est fabuleux. Et c'est vraiment,
c'est vraiment fabuleux, quoi. Et donc avec la connaissance maintenant que j'ai avec la lumière des biophotons, alors biophotons, ça veut dire bio, c'est vie, photon, c'est lumière. Et donc les biophotons, c'est toutes les cellules en fait biochimiques qui se passent dans le corps humain. Elles font finalement comme un peu d'électricité. On n'est pas biologique, on est bioélectrique. Et donc cette lumière alchimique qui se passe en interaction dans le corps à chaque fois qu'il y a des synapses, à chaque fois qu'il y a des interactions avec le corps, ça fait cette lumière. Et cette lumière, en fait, c'est la vitalité. Et c'est ce qui fait qu'émane en fait cette eau et cette électricité, cette magnétique, qu'on est bien, que c'est bien, le corps est bien dans la vitalité, en bonne santé. Et cette lumière, en fait, moi je le vois à travers ces fameuses auras. Et que finalement, il y a des spécialistes qui ont mis des photos kirlianes qui permettent de voir cette lumière avant qu'elle soit visible finalement à l'œil nu. Enfin, on ne la voit pas à l'œil nu, mais elle est là. Et donc on la voit avec les photos kirlian, mais comme des médiums comme moi ou d'autres, on arrive à la voir. Et moi, c'est facile, voilà. J'y peux rien, c'est comme ça. C'est quelque chose que tu as développé ou quelque chose que tu avais en toi depuis... C'est quelque chose que j'ai eu à l'âge de 19 ans quand j'ai vécu cette mort. Oui, on va en parler. Voilà. Tu as vécu ce qu'on appelle une NDE, une expérience de mort imminente. Comment ça s'est passé concrètement? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on peut le voir dans le film Thanatos. Voilà, parce que ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que c'est un peu hors norme parce que souvent on a un accident, on a quelque chose. Moi, j'ai aucun accident. C'est juste ma colère. J'ai été très en colère et j'ai dit, Dieu, voilà, je me suis gourée de planètes. Voilà, je suis prêt à mourir en fait. Et donc c'est ce que je raconte dans le livre. Je mets cette expérience qui n'est pas facile à mettre parce que elle est personnelle. Elle est quand même, c'est intime tout ça, mais je le dis parce que je pense qu'on est dans des temps où il faut dire les choses, il faut ouvrir la voie. Et ce qui s'est passé, c'est que la fenêtre était entrouverte, il y a eu un champ, il y a eu un vent qui s'est engouffré et qui m'a pris tout le corps. Il était puissant. Il m'a tourbillonné comme un vortex. Et là, j'ai été expulsée de mon corps. Et tout d'un coup, parce que moi, j'étais pas du tout là-dedans, très cartésienne, avec des parents très cartésiens. Oui, puis scientifique déjà. Et non, c'est après que je me suis mise scientifique. C'est parce que je percevais les choses que j'ai voulu comprendre la science. Et j'ai fait le chemin inverse des autres. Et donc, c'était très intéressant de voir la science avec des perceptions. Et c'était très compliqué d'ailleurs quand j'ai fait de l'ostéopathie. Je me cachais parce que je voyais tellement de choses que c'était très, très, très intéressant, quoi. Alors tu as ce vortex qui te prend. Voilà. Et donc je sors de mon corps. Donc là, j'ai le corps inerte par terre et j'ai l'autre corps qui est vivant, mais pas dans le corps, et complètement vivant. Et là... là, déjà, je me dis, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? En fait, qu'est-ce qui m'arrive là? Parce que c'est bien de dire ça comme ça, c'est bien d'avoir une gueulante comme ça, c'est bien. Mais là, quand il se passe ça, alors là, c'est... Est-ce qu'on a sa conscience, la même que celle avec la ses même, égaux? c'est la même. En fait, c'est la même conscience, mais il se passe quelque chose que tu connais pas. En fait, c'est la même conscience. Et là, il se passe quelque chose que tu connais pas, c'est vraiment nouveau. Et tu demandes ce que tu fous là, quoi, qu'est-ce qui se passe, en fait, déjà. Et en fait, c'est comme si on me montrait, il y avait donc une présence, mais je ne la voyais pas. C'est quelque chose qui me montrait, ok, tu veux partir? Eh bien, tiens, allez, on va te faire voir toutes les relations que tu as vues avant. Alors celle-là, tu es ok pour partir? Tu te rappelles de cette personne-là? Tu te rappelles d'un tel? Et alors, tu es ok pour partir? Donc j'ai vu toute mon enfance qui est revenue, j'ai eu toutes les relations une par une. Tu vois, celle que j'étais le plus attachée. Hein. Et c'est comme si une présence me dit, bon, t'es vraiment OK pour partir? Et moi, j'étais tellement en colère. Ouais. Et là, arrive ma mère, et là, là, je la sens l'insécurité et tout. Je dis, oh, c'est dur. Tu vois, là, c'est dur. Tu vois, tu sens la famille, tu sens que c'est dur. Et est-ce que tu as eu à ce moment-là le choix entre l'enfer ou le paradis je me suis posé, c'est moi qui m'ai posé la question. Est-ce qu'il y a un enfer ou le paradis? Parce qu'il n'y a pas tout ça en fait. Faut arrêter, quoi. C'est moi qui me suis posé la question parce que de mon ignorance.
Et voilà, c'est l'ignorance qui fait qu'il y a des fausses croyances. On a plein de fausses croyances. Et je pense qu'il y a quand même quelque part un enfer, mais de soi-même. Enfin, l'important, c'est la libération. Et j'ai eu cette chance que j'étais broyée par mes peurs, parce que j'avais peur de tout ça, c'était nouveau. Donc j'ai vécu on va dire le feu de passage, c'est-à-dire que les peurs qui me broient littéralement, alors que je me dis, je suis déjà morte, qu'il m'arrive quoi là? Et donc c'était terrifiant finalement, et tu penses... parce que c'était mes peurs qui me broyaient, mes propres peurs, parce que personne m'a raconté ça, personne m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Mais en fait on n'en sait que dalle. Donc oui, j'ai eu peur, et je suis passée par là. Mais à ce moment-là, j'ai demandé de l'aide. Et le moment où j'ai demandé de l'aide, l'intention, juste une intention, je me suis retrouvée dans une boule de lumière. Et là, j'ai voyagé. Et alors, qu'est-ce que tu as vu dans ton voyage? Eh ben, j'ai vu des choses magnifiques. C'est-à-dire des paysages? Je suis partie hors de la Terre au départ. Et puis après, je suis revenue. Je voyais ces petites planètes là qui tournaient. Et je suis revenue sur Terre et je voyais des paysages magnifiques, mais de la nature, les verts des montagnes. Là, je décris un peu c'est-à-dire que tout avait un sens différent. C'est-à-dire que c'est comme là, je vois les auras, mais là, je voyais le vert plus vivant, avec l'alchimie de l'arbre qui parle, en fait. C'était très différent, en fait. Je voyais des choses très, très différentes. Et quelque chose, comme si tout était interconnecté? Oui. Ouais, d'accord. Tout était interconnecté, tout est interconnecté. Même dans le corps, c'est interconnecté. Et nous sommes interconnectés. Bien sûr. Et une personne qui pense quelque chose ou qui ouvre un champ sur quelque chose interagit avec les autres. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est magnifique. D'ailleurs, il y a eu des périodes dans la vie où il y a des grands scientifiques qui ont découvert ça, au l'autre bout du monde, trouvaient la même chose. Parce que c'était vraiment, pouf, l'impulsion qui font qu'il y a un champ informationnel qui se passe aussi, il y a une ouverture qui se passe aussi. Il y a plein de découvertes simultanées dans les endroits du globe en même temps. Des inventions, la roue... non mais voilà, mais c'est vrai que mon cheminement est assez bizarroïde. Mais voilà, donc tu as vu ces paysages, mais est-ce que en ce moment, dans ce voyage-là, tu sentais qu'il y avait une conscience, qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui te guidait, qui t'accompagnait? Au départ, c'est comme si tu vis, tu ne comprends pas trop ce qui t'arrive, tu vis, tu observes. J'étais observateur de ce qui se passe. Et puis, je vois dans la campagne des gens. Je me demande si ce n'est pas des gens qui ont fait le livre après le film La Belle Verte, parce que j'ai vraiment vu des gens sur une montagne. Et là, il se passait un truc fou, c'est que j'avais besoin de leur donner toute ma colère, je l'ai transformée et je leur donnais de l'amour. Alors, le bienfait que ça fait de donner de l'amour, c'est un truc de fou. Cette alchimie où tu vois, tu passes à la colère. Cette colère, c'est une énergie, et puis tu la transmets, tu donnes de l'amour. Et bien, juste ça m'a fait un bien fou, quoi. Ça m'a apaisé, ça m'a ouvert, c'était magnifique. Et quand j'ai fait ça après, je suis revenue dans ce coin de chambre où je m'observais de là-haut vers le bas. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un ou une présence qui me disait « Allez, maintenant, rentre dans ce corps. » Puis moi, j'ai fait « Bah non. Ben non, je me sens si bien, plein d'amour. Qu'est-ce que je vais foutre dans ce corps-là de souffrance? C'est quoi? Là, mon champ est vraiment... il s'est ouvert, je ressens plein de choses. Je me sens unifiée avec cet univers qui est grand. Qu'est-ce que je vais faire dans ce corps? C'était vraiment... puis il est tout petit, il n'est pas beau. C'était... Et là, en fait, j'ai sursauté parce que justement, j'ai ressenti une présence. Et cette présence, elle était devant moi. Et wow, C'était quoi? C'était un homme? Ah ouais, c'était un homme. Bah, je l'ai raconté dans Thanatos aussi. C'était un homme d'une trentaine d'années. Bah, moi, j'avais 19 ans, donc c'était un homme plus âgé, une trentaine d'années, avec une belle barbe, avec des yeux bien, bien brillants, lumineux d'amour. Et il ne m'a pas laissé le choix, il m'a transpercé de sa présence, de son amour. Et je suis retombée dans mon corps. Et j'ai tremblé. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après ça, cette expérience? Après ça, qu'est-ce qui se passe dans ta tête tout de suite? Après ça, j'étais transformée. Les gens que j'aimais pas, j'avais oublié que je les aimais pas, je leur envoyais plein d'amour. Je suis transformée. Ouais.
J'avais complètement transformé. Et en plus, je me rappelais des vies antérieures, je me rappelais qui j'étais. Alors maintenant, je ne me rappelle plus, mais c'est comme si tout avait un sens. Et est-ce que tu as eu des impératifs qui t'ont été donnés dans ce voyage-là? On t'a dit fais ceci, fais cela, ou tu ne dois pas faire ceci? On t'a laissé le choix? C'était juste un champ ouvert informationnel. C'est comme s'il m'avait ouvert mon 6e œil. Je voyais tout, je ressentais tout. Je voyais un tableau, je savais de qui l'a fait, à quel moment, à quelle époque. Enfin, c'était incroyable, quoi. J'ai des perceptions de ouf. Ouais. Et donc, te voici donc toujours à 19 ans, après cette expérience-là, donc transformée. Alors, je voyais, c'est ce que je raconte, c'est pour ça que le cheminement était intéressant. C'est-à-dire que j'avais besoin de toucher pour savoir si je rêvais pas. C'était pas mon psychique qui me disait que j'étais pas vraiment morte et que j'étais vraiment en vie. Quelle preuve j'avais? Donc j'avais besoin de toucher la matière pour être sûre que ok, c'est tangible, c'est bien là, quoi. Je rêve pas parce que mon psychisme était très fort à ce moment-là. Et donc je savais pas si c'était ma projection ou si c'était bien réel. L'interaction n'était pas évidente pour moi en fait. J'ai eu un temps d'adaptation. Je ne pouvais pas le dire, c'est parce que les gens ne pouvaient pas comprendre, mais j'ai mis du temps. Et quand j'ai fait l'école d'ostéopathie, j'avais peur de toucher au départ. Donc ils me trouvaient que j'étais sûrement très nulle. Mais j'avais peur de toucher, j'avais peur que mon toucher interagisse avec la personne et que je ressente des trucs et que je ne suis pas maîtrisée. Enfin, et j'avais beaucoup, donc je ne touchais pas trop. J'ai commencé à toucher en 4e année. Ce qui pour une ostéopathe, non, mais pour une ostéopathe, c'était complètement paradoxal. Donc, il devait sûrement me trouver très nulle à l'époque, mais c'est parce que je maîtrisais, je comprenais pas tout ce qui m'arrivait. Et puis, quand je voyais un prof parler, je voyais les guides me raconter plein de trucs en même temps. Donc, c'était compliqué, tous ces champs formationnels, en fait. Ça, c'est important. Tu parles de guides. Ces guides-là, tu les as eus à partir de ton expérience? À partir de mon expérience. Alors peut-être avant, mais je ne le voyais pas. Et donc, les gens qui ne connaissent pas l'ostéopathie, c'est en manipulant le corps, on arrive à... Voilà, en fait, on est un soutien. On est un soutien pour l'auto-guérison de la personne. Quelqu'un s'est foulé la cheville, on va voir justement le tissulaire, justement, on va voir pourquoi il est tendu, pourquoi il ne s'est pas réajusté. Donc on va regarder le corps, que ce soit la cheville ou le digestif. En fait, on va regarder pourquoi il dysfonctionne et en comprenant la mécanique du corps, la biomécanique du corps, même parce que je pense que pour moi l'ostéopathie est plus fluidique que mécanique, parce que le corps est vraiment plein d'eau et j'ai travaillé avec une CNRS qui est vraiment en biomécanique des fluides. Donc mes techniques ont changé, je suis plus en tenségrité, en écoute du corps en fait, et ça va beaucoup plus vite. Bah ouais, ça va plus vite parce que... Est-ce qu'il y avait une dichotomie entre ce que disaient tes guides et ce que tu apprenais à l'école? Ah, total. En ostéopathie, c'était total. C'était, les gens me disaient telle technique, tel machin, puis moi je sentais le truc émotionnel et je me dis si je relâche pas l'émotionnel, c'est fermé, il ne laissera pas rentrer pour lâcher le mécanique. Hein. Et donc, et à l'époque, j'avais pas les mots pour le dire. Je n'avais pas... c'était difficile pour moi. Alors je le faisais discrètement, je touchais et puis au niveau du toucher, j'informais en fait à travers mon esprit le côté émotionnel. Et parfois j'enlevais même des trucs éthériques et pouf, ils avaient plus mal. Alors ils comprenaient pas, mais... Ouais, parce que bon, on va en parler parce qu'on développe ça. Tu parlais de plusieurs corps. Ouais. Effectivement, on n'est pas qu'une masse corporelle, comme tu dis, faite d'eau en partie et d'électricité, mais on a aussi un corps éthérique. J'aime beaucoup, en fait, j'ai découvert dans le livre, Les 33 clés pour s'émerveiller, c'est en fait, c'est vraiment, on s'émerveille de la beauté de la vie, parce que je voulais remettre des choses qui nous font du bien, je voulais remettre des scientifiques en lumière, qui me racontent comment, en fait, la vie, elle est magnifique. Et justement, il y a un scientifique que j'aime beaucoup, et Fritz Albert Popp, docteur Fritz Albert Popp, il dit, en fait, on est des êtres de lumière. On est des êtres de lumière. Grâce au biophoton qui structure notre organisme et qui nous aide
qui nous aide vraiment à notre vitalité, et c'est aussi pour notre système immunitaire et l'anti-vieillissement, c'est la vitalité, elle est importante. Les biophotons, c'est de la lumière. Bio, c'est vie, photon, c'est lumière. On est vraiment de la lumière. Et donc, moi, je le vois avec le rat, c'est cette lumière, d'ailleurs, dans l'ADN. Il y a d'autres scientifiques, je crois que c'est Kortchachev ou c'est un autre. Il a réalisé que par exemple, l'ADN, on le met dans un tube sous vide. Et en fait, il pensait que l'ADN allait être morcelé, il ne savait pas ce qui allait se passer. Et en fait, il a réalisé que les biophotons de l'ADN avaient remis l'axe lumineux, avaient remis un axe, c'était revenu dans l'axe. Donc, voilà, et je pense que notre lumière et en fait le cœur électromagnétique est 5000 fois supérieur donc au cerveau, qui a des ondes du cerveau qui... avec les ondes θ, alpha, enfin, en fonction de notre réveil. Et en fait, le cœur électromagnétique, et donc il émet une lumière, et cette lumière, c'est notre boussole, quoi, en fait. C'est ce que je me dis, en fait, c'est fabuleux. Donc la résilience, elle est liée à ça, à notre ADN, qui a cette mémoire, et qui est reliée à cette lumière, et qui nous remet de toute façon dans l'axe. Et c'est pour moi dans notre axe qui est divin en nous, c'est pas à l'extérieur. D'ailleurs, vous dites en préambule dans votre livre, enfin, vous citez cette phrase d'Albert Schweitzer, le vrai médecin est le médecin intérieur. La plupart des médecins ignorent cette science qui pourtant fonctionne si bien. Ben oui, parce que quand on va voir un médecin, il nous aide, c'est un soutien. Comme nous, ostéopathes, on est un soutien, mais c'est la personne qui va s'auto-guérir. En fonction de ses croyances, en fonction de ce qu'elle a besoin, ça va être qu'un soutien à sa propre auto-guérison. Parce que de toute façon, quand elle est malade, c'est un cheminement, c'est pas pour rien, c'est une manière où elle va apprendre des choses, c'est toujours là pour nous faire évoluer en fait. Donc la maladie n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus pour nous arrêter. À part si on est intoxiqué ou il se passe d'autres choses, mais naturellement non. Ouais, c'est plutôt un chemin qui nous permet de franchir peut-être des étapes de notre vie, qui permet aussi de se poser des questions et qui souvent nous permet aussi d'arrêter peut-être un mauvais comportement. Tous ceux qui ont des accidents graves ou qui ont des choses graves, qui ont été proches de la mort, finalement, ils s'ouvrent à un autre champ. On s'ouvre à un autre champ, en fait, beaucoup plus vaste, plus grand, et on se rappelle finalement, grâce à ça, notre lumière. Le pourquoi, parce que ça nous change totalement. Au départ, on croit savoir, on a un ego fantastique, puis en fait, on ne sait rien. On apprend qu'on ne sait rien. C'est fabuleux quand même. On ne sait rien, et il faut être humble face à tout ça, quoi. C'est le cœur qui sait. D'ailleurs, je le dis à un moment donné, c'est le mental croit savoir, tu vois, mais il est limité en fait, alors que notre ressenti est illimité. Ouais. C'est fabuleux. Quand même. Alors, vous avez décidé de faire ce livre, oui. Mais après quand même une carrière déjà, d'exercice. Pourquoi maintenant ? Parce que là, depuis 3 ans, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le monde. Et je pense que j'avais besoin de remettre un peu de lumière, un peu les 33 clés pour s'émerveiller. Je suis ostéopathe, il y a 33 vertèbres. Et Albert Einstein disait justement l'émotion la plus belle, c'était l'état mystique. C'est l'inspiration de toute science, en fait. Et il disait autre chose aussi, il disait que donc les nouvelles sciences, enfin toute science qui est mise, si elle n'a pas justement l'émotionnel, c'est la ruine de l'âme. La science en conscience. Donc la science doit être la science doit remettre les émotions, doit remettre le vivant en place, et on ne doit pas faire la médecine sans la personne, quoi, sans le vivant en fait, émotionnel et avec tout ce qui suit. Et donc là, récemment, il y a un Américain, Martin Jumeau, docteur Martin Jumeau, qui a écrit d'ailleurs dans une revue scientifique, parce qu'il est cardiologue, d'une revue scientifique, il a écrit qu'effectivement, le cœur est extrêmement sensible au niveau émotionnel, et donc il a vraiment parlé que le corps, esprit et cœur sont très reliés en fait.
Et comme Candace Pert qui parlait effectivement que tout est relié, et c'est quand même fabuleux parce que les gens, ils oublient, et ça c'est scientifique, hein, le cerveau, la communication au niveau du cerveau, 2% se fait au niveau des synapses, 98% se fait au niveau des neurotransmetteurs et au niveau émotionnel. 98%, ça veut dire que c'est émotionnel, tout simplement. On est émotionnel. C'est-à-dire que 98% de l'être humain est émotionnel. Et donc finalement, toute notre caisse à outils de communication et d'apprentissage du monde, ce sont nos émotions, quoi. Enfin, c'est l'émotionnel. 98% émotionnel. Et ça, c'est véridique, c'est scientifique. Alors, on nous apprend que les 2%. C'est quand même... Waouh! Et donc ça, quand on commence à comprendre ça, et donc c'est Candace Pert, elle te dit que les neuropeptides, c'est donc ces messagers chimiques qui vont très vite dans le corps, sont 1000 fois plus puissants qu'un médicament, ou que tout ce qui s'ensuit en fait, 1000 fois supérieur. Donc c'est à nous, nous-mêmes, en fait la plupart des gens ne le savent pas, mais ils ont besoin d'un tel médoc, tel machin, et le fait qu'ils pensent que ça va les aider, ça les aide déjà. Oui. Parce que finalement, c'est quand même 1000 fois supérieur parce que c'est nous en fait. C'est comment on va interagir avec le médicament. Pourquoi ça marche sur certains, ça ne marche pas sur d'autres. C'est vraiment l'interaction. Chacun est différent, chacun est unique. Et chacun va forcément prendre les choses d'une manière unique. Et c'est notre cheminement en fait. Donc finalement, une médecine, je pense notamment aux médicaments, qui veut donner une solution pour tout le monde. Bon, c'est pas la médecine la plus appropriée. De toute façon, le médecin, un bon médecin, il fait en fonction des patients qu'il a. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Donc ils ont du travail encore. Alors. Ouais, ils ont beaucoup de boulot. Alors, dans le livre, c'est vrai que les 33 clés, il y a énormément justement de portes d'entrée vers les travaux d'autres. Personne, hein, vraiment... En fait, moi, je révèle, je remets en lumière des scientifiques que j'ai trouvé fabuleux. C'est-à-dire que ce sont l'état des connaissances scientifiques qui sont cachées, pas parce qu'on veut les cacher, mais parce qu'on ne les connaît pas. Alors, je ne pense pas qu'ils sont cachés, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas mis en avant. Voilà. Et moi, je les ai remis en avant parce que c'est quand même bien de comprendre que 98%, c'est émotionnel, la communication de notre corps. Et donc, Bruce Lipton le dit bien aussi, puisqu'il est biologiste cellulaire, et il dit la même chose, que c'est en fonction de nos croyances, et en fonction de notre environnement, qu'il y a l'interaction qu'on a finalement. Alors, je lis, le microbe n'est rien et le terrain est tout. Ouais, Méchant, il avait bien compris les choses. Oui, parce que... par exemple, deux êtres, y a une personne, on va dire, qui fait attention à ce qu'elle mange, qui peut faire du yoga ou qui n'est pas stressée. Et puis une autre personne, on va dire, qui, lui, ne fait pas attention, il prend de l'alcool, il ne fait pas attention à plein de choses. Et quand il y a un microbe qui arrive, enfin un virus, on va dire, ou une grippe, ils ne vont pas avoir les mêmes. Forcément, le système immunitaire ne va pas être pareil. Donc ça prouve que c'est le terrain, en fait. C'est rien que ça. C'est-à-dire qu'on cultive aussi notre propre jardin biologique. Voilà. Finalement. Mais en fait, pour moi, il avait raison. Voilà, j'ai dit bien pour moi parce que forcément chacun a une opinion différente. Mais en fait, le microbe, il y en a partout. Et puis quand on serre la main, il y a 1000 mètres carrés de microbes qui nous relient. Et puis c'est notre alchimie. Notre synchrobiote à l'intérieur de nous, parce que c'est ce que je raconte dans la nature, des Japonais, donc l'université de Tokyo, des médecins ont réalisé que le fait qu'on était dans la nature, on mélangeait nos microbes, et donc là, le Mycobacterium vaccae, c'était un microbe qui a beaucoup dans la nature, et quand il se mélange avec notre synchrobiote intestinal, ça nous crée du bonheur, de la sérotonine. C'est énorme, c'est quand même fabuleux. Qu'une bonne balade en forêt, ça vaut tous les antidépresseurs du monde. Exactement, et ça c'est ce qu'ils ont constaté. Et que c'était même bon pour notre cardiovasculaire, cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'on est en permanence, de toute façon, plongé dans un bain de microbes, de bactéries. Oui. Et que c'est en fonction finalement de notre état d'âme, également, et de nos actions, qu'on laisse
entrer tel ou tel... Je dis bien des microbes ou des virus naturels. Hein. Oui, voilà, je parle de ça. Hein. On parlera de ça après. Alors, je voudrais que tu me parles d'Antoine Béchamp et des microzymas. Oui, mais c'était ça. Pour lui, voilà, je parlais ben, on vient d'en parler, c'était justement, lui, il disait que c'est pas le microbe, la porte d'entrée n'est pas le microbe, c'est ton état de conscience en fait. Mais c'est scientifiquement prouvé, c'est pas quelque chose, c'est pas une théorie. Il a vraiment œuvré et travaillé sur l'objet. Ouais. Alors, on l'a brièvement évoqué tout à l'heure, mais on parlait de l'importance de l'eau en tant que mémoire. Oui. Et ça, j'aimerais bien que tu développes un petit peu. Alors, moi, je le vis tous les jours avec mes patients déjà. Et puis, il y a eu docteur Emoto qui en parle beaucoup avec la mémoire de l'eau. Et c'est magnifique parce qu'il le dit, ne mentez jamais. Donc, il a fait des expériences avec l'eau. Et voilà, et puis avec même des sons. Et donc, les formes géométriques sont fabuleuses. Donc c'est vraiment magnifique. Et donc c'est le premier à avoir vraiment... donc il y a plein de livres sur lui, quoi. Et donc et après il y a Marc-Henri qui parle de l'eau et des fréquences. Et c'est assez fabuleux. Et donc oui, pour moi... C'est-à-dire que de toute façon aussi nos mots, nos actions, pas que physiques, une vibration, une mémoire, comme nous sommes impact. vraiment composés d'eau. Ouais. Si on fait du mal à quelqu'un en lui mentant ou quelque chose comme ça, on va impacter aussi soi-même et la personne en face. Oui et non. D'accord. Parce que c'est en fonction de tes clés neurobiochimiques intérieures, si tu es réceptif ou pas. D'accord. Voilà, parce que c'est ce que disait Candace Pearl, les neuropeptides, c'est comme des clés dans une serrure. Si tu as un schéma qui fait que tu es sensible à ça, ça va t'impacter. Mais si tu n'es pas sensible à ça, ça ne va pas t'impacter. Alors qu'est-ce qui fait qu'on est différent comme ça? Est-ce que là, en fonction de l'épigénétique, en fonction de tes croyances, en fonction de comment tu perçois le réel en fait. D'ailleurs, il y a eu... quand j'étais avec des guérisseurs, il y avait donc Martin Brofman me racontait une histoire toute simple. Il me disait, voilà, il y a des personnes qui veulent maigrir. Et on lui dit, tiens, il faut manger, il faut perdre des calories. Au niveau scientifique, il dit, il faut perdre des calories pour maigrir. Il dit, tu prends un pamplemousse, il n'y a pas de calories, tu maigris. Ah oui, mais non, mais il y a d'autres scientifiques qui ont dit, c'est pas les calories, hein. C'est l'hydrate de carbone. Voilà. Donc en fait, il faut manger où il y a peu d'hydrates de carbone. Pamplemousse, il y a beaucoup d'hydrates de carbone. Donc face au pamplemousse, tu fais quoi? Tu fais quoi? Sérieusement, tu dis... en fait, ce qui va marcher, c'est que profondément, ta vraie croyance profonde fait l'interaction. D'accord. Si tu n'y crois pas que l'hydrate de carbone vont te faire maigrir ou ils vont te faire grossir, tu ne vas pas prendre le pamplemousse, tu vas grossir. Parce que profondément, ta croyance profonde, c'est elle qui interagit sur ce monde réel. Alors, c'est quoi, d'où vient cette croyance profonde? Je suis un peu redondant, mais... De tes parents, de ce que tu as entendu, de ce que tu as cru bon, en fait, de comprendre. Parce que ça change en fonction, parce que tout change, tout bouge, tout évolue. Donc, c'est fonction de ton évolution. Ouais. Et on évolue. Le mental, en fait, le mental, il est là pour structurer la réalité. Il est là pour t'aider. C'est ce que je parle après de l'éveil. Et en fait, le mental, il est là pour t'aider à structurer. En fait, pour pas devenir fou, comme on dit. Il y a une structure. La structure, c'est grâce au mental, à la logique, aux choses. Donc, c'est une structure importante. Alors justement, est-ce que le monde qu'on vit est réel? Parce que, il y a des théories... tant que c'est tangible, c'est réel. Voilà. Parce que là, ça t'impacte dans ton corps physique. Quand tu te cognes ou que tu as un accident, tu vois bien l'impact que ça fait dans ton corps. Parce que tu sais qu'il y a quand même des théories qui disent qu'on vit dans une espèce de monde holographique. Oui, mais c'est holographique tant que tu n'as pas mal. Ce qui fait que quand tu commences à avoir mal, tu réalises que tu sens la douleur, tu sens
la biochimie du corps, tu sens les choses. Donc ça veut dire si tu les sens, c'est réel pour toi. Ouais. Ici, c'est réel. Ouais, donc c'est pas parce que c'est vrai que. Sinon, tu serais, voilà, si tu. Mais en fait, la réalité tangible, ça permet l'intégration de l'information parce que tu fais l'expérience et c'est tangible. Et en même temps, c'est le but de l'incarnation. Tu es là pour matérialiser ta lumière, puisqu'on est lumière. Matérialiser, et le fait que tu le matérialises, tu le vives, tu l'empruntes dans le champ morphique. Tu vois, il y a une empreinte, et cette empreinte se fait vivante. Tu anticipes une de mes questions, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre alors ? Expérimenter, l'infinité des possibles en nous. Parce que chacun est différent. Et ça, j'aime beaucoup. En fait, j'ai découvert un livre quand je parlais des molécules d'adamantine. C'est pour ça qu'il est riche, ce livre, il y a plein de choses. Et en fait, il y a une personne qui canalisait Jésus, et Jésus parle des particules d'adamantine. Et en fait, c'est ton cœur électromagnétique qui va attirer ces molécules à toi pour manifester. Tu vois, c'est à travers l'amour que tu manifestes vraiment tes rêves, en fait. Et en fait, Jésus lui disait qu'il y a 3 choses importantes dans l'univers. Le cœur, l'esprit et les molécules d'infinité, qui sont les molécules d'adamantine. C'est très beau, mais moi j'ai toujours dit que la science, c'était la mécanique de Dieu. C'est-à-dire qu'avec la science, chimie. On explique comment Dieu a fait l'univers, en tout cas, comment est-ce que les lois s'appliquent ici-bas. Et effectivement, que Jésus puisse parler de choses comme adamantine, comme ça. Puis cette synchronicité que je trouve le livre, pendant que j'en parle, j'ai trouvé ça aussi magique. Ah oui, donc ça a été un message. Donc, il y a effectivement beaucoup de notions. Parce que ton livre est très bien fait, parce que ce sont des chapitres assez courts. Oui, je voulais synthétiser. C'est un peu comme si on avait un vadémécum, là. En fait, j'ai synthétisé des connaissances pour sortir justement cette perle, ce miel quelque part. J'ai vraiment synthétisé ce qui était le plus important à chaque fois, avec des courts passages, pour ne pas plomber les gens et que juste les éveiller. On peut très bien faire quelque chose, prendre 5 minutes, lire le livre, prendre 3 chapitres, c'est très court, et avoir une notion vraiment très synthétique. Et très puissante. Tout à fait, ça c'est mon domaine d'être synthétique. Ah oui, non, mais c'est très bien fait, hein. C'est super bien écrit en plus. Vraiment, on peut tout comprendre alors que ce sont des notions qui pourraient sembler complexes, compliquées, ardues. Non, pas du tout. En fait, moi j'ai eu des profs, quand je ne comprenais rien, ce qu'ils disaient, c'est que je me disais, en fait, ils n'ont rien compris. Hein. Le moment où tu comprends les choses, ça doit être limpide. Oui. Et donc tu transmets vraiment l'information. Dans tes différents parcours, tu as aussi approché la philosophie, l'enseignement de Sri Ramana Maharshi. Ah oui, Sri Ramana Maharshi. J'ai eu une chance de faire partie d'un satsang. C'est un groupe de pensée, c'est ça C'est ça, c'est une pause dans ta vie. C'est comme si là, tu es face à une personne qui est quand même éveillée. Et en fait, c'est une investigation tu te poses dans ta vie, tu dis, tu fais un bilan, c'est un peu comme un bilan de ta vie, tu es là, et c'est un espace pour ça. Tu vois, c'est vraiment un échange magnifique. Et quand j'étais là-bas, moi, j'avais, en fait, à l'époque, ma mère me prêtait sa voiture, j'avais une voiture, et en fait, j'emmenais les gens, et puis je ne savais pas du tout ce que c'était, je ne savais pas à quoi ça correspondait. Tu étais en Inde ou... Non, c'était en France. C'était en France. Tu vois, comme quoi, ça peut être partout. Et donc, tout le monde passe. Et moi, comme j'étais... j'observais, en fait, hein, tu vois, l'observateur. J'observais les choses. Et à un moment donné, tout le monde avait fini. En plus, tout le monde était habillé en indien. Moi, j'étais habillée très cool. J'étais pas du tout... Je me demandais ce que je faisais là, d'ailleurs, ce que faisaient les gens. D'ailleurs, j'avais une amie qui passait, alors, ils me demandaient, mais tu t'appelles comment qui es-tu? Puis elle disait, je suis prof de maths, je suis mère de mes enfants, je suis ceci, je suis cela. Non, qui es-tu? Qui es-tu? Je ne sais pas. Et quand je suis passée, en fait, parce qu'à un moment donné, ils avaient du temps, et puis ils me disaient, si, toi, tu passes. Moi, j'ai dit, non, je ne suis pas là, je suis juste...
je suis pas venue pour moi. Enfin voilà, j'étais pas. Et donc je m'assois quand même sur cette chaise. Alors j'étais très gênée en fait. Je me dis, qu'est-ce que je fous là? Non mais sérieusement. Et il me regarde et tout. Alors moi en plus je suis timide, il me regarde, donc je me sens en plus très très gênée. Et donc il y a une photo derrière lui. En fait il y a un livre de Sri Ramana Maharshi avec la photo de Sri Ramana Maharshi. Donc du coup je le regarde pas trop et je regarde la photo derrière. Et la photo donc c'était Sri Ramana Maharshi. Je me disais, ouais, il a une belle tête quand même, il a l'air sympa cette tête là derrière. J'ai l'impression qu'il me souriait. Et plus je le regardais, en fait c'est comme si la photo était rentrée en moi. Et tout d'un coup, il s'est passé un truc très étrange, quoi. Je me suis retrouvée dans une autre dimension avec Sri Ramana Maharshi et dans le non-verbal, parce en fait, c'est quelqu'un qui aime le silence et qui enseigne par le silence. Dans le non-verbal, il m'a emmenée dans une autre dimension. Et là, j'ai compris l'importance qu'en est dans l'amour, il n'y a plus d'espace-temps. C'est permanent. Et en fait, j'ai compris grâce à lui que tout ce qu'on apprend sur cette terre avec l'expérience de l'amour, c'est éternel, on le garde là-haut. Tout ce qui est construit avec notre mental, ça va mourir. Mais tout ce qu'on apprend et qu'on interchange avec l'amour, ça reste et c'est permanent. Et on ne se perd pas. C'est vraiment la boussole, quoi. Voilà. C'est fort ce que tu dis, parce que on est dans un monde qui nous propulse à droite à gauche. On n'a pas le temps pour l'amour, beaucoup. On a le temps pour interagir mécaniquement, travailler, faire des choses, faire des passions, faire un hobby. Mais où est l'amour? Mais parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de l'amour. Et on croit que c'est en ayant de l'argent, c'est en ayant ceci, c'est en ayant plus cela, plus. Et en fait, on s'oublie, on perd son âme quelque part. Et l'âme est reliée au cœur. Et donc la permanence, l'immortalité se trouve dans le cœur. Justement, qu'est-ce que c'est que l'âme? L'âme, c'est ton essence, c'est ta lumière, c'est ce qui est relié au divin. Ce que tu perds jamais. Par contre, que tu n'écoutes pas parce que tu n'es plus impliqué dans ton cerveau droit, mais plus dans le cerveau gauche. La logique, qui est d'ailleurs 440 Hz, ça aide au cerveau gauche, mais ça aide pas au cerveau droit. On va expliquer 440 Hz, c'est notamment toutes les musiques rock et tout. Il faut savoir que le 440 Hz a été imposé par les nazis. Avant, les musiques étaient surtout en 432, notamment la musique baroque et autres. À partir d'Hitler, le 440 Hz est passé, c'est démocratisé. Donc dans le rock, dans toutes les musiques qu'on écoute, effectivement, ça a un impact direct sur. C'est un impact. Après, c'est toujours un impact, mais si tu décides que ça n'a plus d'impact, puisque c'est toi qui as le pouvoir de changer les choses, ça n'a plus d'impact, parce que le but, c'est de revenir à notre potentiel en nous, en fait. Et après, tu as la libre arbitre de changer de musique, de prendre des musiques à 432 Hz. Voilà, parce que le but, c'est ça, c'est de se libérer de plein de choses et d'aller vers ce qui nous rend heureux. Et même si on ne sait pas au départ, c'est suivre notre intuition. Notre intuition est reliée au cœur et c'est notre proprioception. Alors ça, c'est c'est un directeur de CNRS à Marseille, qui s'appelle le professeur Roll et sa femme, qui sont fabuleux et qui ont découvert donc, la proprioception, qui n'était pas notre sixième sens, mais notre premier sens, le sens du toucher, justement. Parce que le bébé, quand il touche les objets, il a besoin d'intégrer l'information qu'il ressent. Tu vois, les enfants, ils le font naturellement. Et c'est ça. C'est ce toucher-là qui est important. On ne sait plus toucher de nos jours? Je ne sais pas si on ne sait plus toucher, mais on est un monde qu'on apprend à être de plus en plus virtuel, à moins faire attention à notre corps. Et en fait, il y a des gens qui tournent en burn-out parce qu'ils ne se sont pas écoutés. Ils ont oublié de s'écouter. Et un monde qui est de plus en plus stressant. Quand on stresse, on affaiblit nos systèmes immunitaires, mais c'est pareil au niveau cardiovasculaire. Donc on baisse notre champ électromagnétique et notre intuition aussi. Qu'est-ce que c'est notre corps finalement? Je ne parle pas d'un point de vue biologique, mais plutôt d'un point de vue, on va dire, spirituel. Qu'est-ce qu'il est? Alors, je pense qu'il est notre champ de conscience. Il est notre champ de conscience avec les biophotons, avec toute cette alchimie.
on a un mécanisme fantastique. On a le système neurovégétatif, il y a le sympathique, c'est là pour les réflexes de défense. Il est dans notre dos, sur la colonne vertébrale derrière le cœur. Hein. Et le parasympathique, il est au sacrum et au niveau de la tête. Donc sacrum qui peut représenter la mère nourricière qui soutient et qui répare, qui régénère, c'est ce que fait le parasympathique. Comme au niveau de la tête qui peut représenter le père, le régénérateur, lui qui soutient aussi. Il répare le parasympathique. Est-ce que dans ton voyage que tu as fait dans ta NDE, tu as perçu, je ne sais pas, les notions de dualité masculin, féminin? Il n'y en a plus en fait quand tu es là-haut, il n'y a plus de dualité, c'est ça qu'on a oublié, c'est cette unicité en fait en toute chose. Tu ne sens pas le masculin, féminin quand tu es là-haut, hein, tu sens le cœur des êtres en fait. Ouais. La notion du bien et du mal. Là-haut, ça n'existe pas en fait. Parce que chacun fait des expériences, on a le droit de se tromper, on a le droit de se relever. Et puis, je dirais quelqu'un qui vit une expérience douloureuse et qui en veut à quelqu'un, c'est une colère parce qu'il a l'ignorance de voir que c'est bête, enfin, c'est de faire mal à l'autre parce que tu as mal, c'est complètement idiot, quoi. Je ne sais pas comment expliquer. Parce que le message du Christ est toujours un message de pardon, moi, j'ai commencé à d'amour. mieux comprendre quand il a dit donne la joue. En fait, c'est par la bonté. Ça veut dire que même quelqu'un, si tu te fais mal, tu gardes la bonté, en fait. Tu montres quand même la bonté, tu lui montres la voie parce que toi, tu as compris. Toi, tu sais. Donc, tu montres la voie. En fait, c'est ça. Tu continues à donner de la bonté. De toute façon, la colère... Parce que la richesse du cœur est tellement... 5000 fois supérieure. Moi, je dirais même plus, quoi. Que quelqu'un, en fait, qui est en colère et qui redonne la colère, c'est parce qu'il est malheureux, en fait. Donc, si tu lui redonnes un soutien de cœur et si tu l'aides à retrouver son cœur, c'est carrément mieux, en fait. C'est quelque chose que tu opères lorsque tu as donc tes patients. Ce travail-là sur le cœur, sur le pardon même. C'est vrai que je fais le vide et je sens ce qu'il a besoin. Moi, ça m'est arrivé d'aller bizarrement guérir des arrière-grands-parents qui n'étaient pas libérés et qui embêtaient la génération. Quoi. Les arrière-parents disparus de cette terre, qui étaient sur un autre plan. Oui, mais qui embêtaient encore. C'est-à-dire que la personne vivait des trucs qu'elle n'avait pas à vivre, mais parce que dans la lignée familiale, il y avait des choses qui n'étaient pas libérées. Et donc, ça, c'est pas évident de dire, en fait. Hein. Est-ce que tu as perçu ce qu'il advenait des personnes qui meurent lorsque alors, moi, je vais te dire un truc. Une fois, j'ai eu une patiente, parce que ça, on ne nous l'apprend pas en ostéopathie, hein, ces choses-là. C'est pas évident de rencontrer des gens qui t'apprennent. Ça m'est arrivé une patiente, elle avait une cruralgie. Cruralgie banale pour un ostéopathe. Alors, tu peux expliquer. Alors une cruralgie, c'est une douleur, c'est un peu comme une sciatique, mais c'est au lieu que ça soit derrière, c'est devant, c'est une douleur du crural, le muscle crural qui est au niveau de la cuisse, et c'est une inflammation d'un nerf au niveau de L4, L5, donc d'une lombaire. Et donc le nerf il est enflammé, et donc le muscle va se contracter parce que un nerf qui est inflammé ou qui est mal énervé contracte le muscle en fait. Enfin, voilà, c'est une notion. Et du coup, elle avait du mal à marcher. Donc c'était sa jambe droite. Et puis donc elle avait comme si la jambe la tenait plus. Et voilà, la jambe la tenait plus en fait. Et en fait, quand je l'allonge, en fait, je sens son mari qui est décédé, quoi, qui me parle dans l'oreille. Et là, je me dis, oh là, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je ne suis pas habilitée à ça, moi, au secours. Et donc, du coup, je comprends qu'elle a perdu l'homme, le masculin, la jambe qui lâche, le masculin qui est parti. Enfin, ça va vite.
Et là, je lui parle en fait. Je lui dis, mais je sens votre... Et j'ose, parce que des fois j'ose, c'est pas évident. Facile, ouais. Parce qu'il me parlait tellement. Et donc je lui raconte même des histoires qu'elle a vécues avec lui, que seule elle le sait. Et donc là, elle commence à pleurer, à liser. Alors je lui dis, mais il est bien là où... Il y va bien. Enfin, et puis je m'occupe après de sa jambe qui lâche plus facilement parce qu'elle est apaisée, parce qu'elle comprend qu'il n'est pas parti comme ça, que ce n'était pas contre elle, qu'il le soutient quelque part aussi dans un autre espace-temps. Et donc elle est apaisée en fait. Et là j'arrive à relâcher du coup la lombaire. Et voilà. Donc c'est en fait parce que c'est du vivant en fait. Et chacun peut avoir un symptôme, mais l'histoire est différente. Parce que chacun est unique. Donc ce qui tente à expliquer que la mort n'existe pas. Non, pour moi, pour la l'âme, mort, en tout cas. Oui. Mais par contre, c'est une chance d'être dans la matière. La plupart des gens ne se rendent pas compte, mais c'est une chance inouïe. Pour moi, c'est une énorme chance, parce que la matière, on peut expérimenter. On peut vivre nos rêves, on peut l'expérimenter, le sentir. Voilà, je touche là, c'est bien réel, c'est chouette de toucher. Parce que tu sens la forme, tu sens la texture. T'as pas ça là-haut. Ah oui. Pas rêver, hein, t'as pas ça là-haut. Ah ouais, donc on n'est pas si mal que ça ici alors. Ah bah parce que tu transmutes, tu transformes, tu touches la matière. Là-haut, il n'y a pas ça. Hein. Là-haut, ça va plus lentement, enfin, parce que tu ne peux pas matérialiser, tu peux pas. Je pense que l'éveil se fait par la matière. Ça va beaucoup plus vite. Tu imprègnes beaucoup plus la lumière. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi, toi tu étais dans une dimension, mais est-ce qu'il peut y en avoir d'autres? Ah bah certainement. Qui sont plus hautes et plus basses? Je ne sais pas. D'accord. Bah, j'ai vu une belle dimension, je ne sais pas, il y a sûrement d'autres dimensions, mais ça ne m'intéresse pas, je veux dire. Oui, d'accord. On peut appeler ça la notion de paradis, en fait. Ah. Non. Bah, en fait, une fois que ton cœur est ouvert, c'est déjà un paradis. Ouais. Hein. On est là pour apprendre, ça ne veut pas dire tous les jours, il y a des choses. On est là pour apprendre, on vit ce passage, c'est un passage, hein, mais il faut autant le vivre bien, autant faire du bien, autant faire le bien, avoir beaucoup d'expérience peut-être. En tout cas, je sens que seul, face à des fois des choses qui nous arrivent, on n'est pas grand-chose, mais si on se relie à plusieurs cœurs, je pense que c'est une grande puissance. Tu évoques dans ton livre aussi la notion de chaman intérieur. Oui. Alors en fait, quand je parle de chaman, c'est parce que j'ai réalisé que notre psychisme était important. C'est pour ça que le bien dormir, c'est important, parce que quand on dort, il y a la mélatonine qui va émettre des substances. Et ces substances, en fait, vont t'auto-guérir la nuit, te régénérer, en fait. Et c'est d'ailleurs, les enfants, ils grandissent la nuit, quoi. Oui. Donc c'est tout un orchestre intérieur qui s'opère la nuit. Et donc, plus tu dors, plus ton psychisme est bien, plus tu es capable d'être ce chaman intérieur, ce transformateur de ta vie, en fait. Ouais, et parfois, il y a des chamans qui vraiment sentent des... Ça dépend le degré du chaman. Là, je parle du chaman intérieur de tout être humain. Mais il y a des vrais chamans aussi qui ont avec les esprits, des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est encore autre chose. Mais j'ai trouvé ça pas mal parce qu'en comprenant que notre ADN et notre compréhension du corps, qu'il était capable tu vois, d'aller dans les vies passées, présents, et de récupérer l'enfant perdu quelque part et de réunifier l'être, parce que c'est ça le but, c'est réunifier ce qu'on est. Et quand on est réunifié, on va bien. Oui, c'est là qu'on se perd en route. On peut se perdre en route, ça arrive, hein, et c'est pas grave si on se retrouve, en fait. Si on retrouve les personnes qui... Alors tu parles de notre ADN, mais en tout cas dans certains de tes travaux, tu révèles aussi à des gens, pas forcément dans ce livre, mais dans d'autres choses, que l'ADN, il intéresse beaucoup certains scientifiques, parce que c'est vrai qu'on continue de faire des découvertes sur l'ADN. On s'est aperçu notamment que c'était une base de stockage de données quasi infinie, que certaines expériences sont en train d'être faites, qui sont peut-être, on va dire quoi, antinomiques de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'autant toi tu es dans quelque chose, on va dire, de naturel, de spirituel. Est-ce que la technologie ne va pas trop loin maintenant? Alors, Jésus, il l'a dit dans le livre, et je le mets, j'ai trouvé ça fantastique, la canalisation qu'elle a eue de Jésus en 2001, il a dit il y aura des nouvelles technologies.
Mais si vous n'avez pas d'amour, il n'y aura rien. Ouais. Ça ne sera rien. C'est-à-dire c'est le cœur, le fondement même de toute chose. Et c'est-à-dire ces personnes-là, ils peuvent s'amuser avec la technologie, ils peuvent s'amuser avec tout ça, mais ce n'est pas la richesse de notre véritable nature. Louvre-Desmaria, qui canalise aussi Jésus, a ce genre de message aussi, hein, où il prévient effectivement qu'on va dans le mur avec les technologies, avec le monde tel qu'on veut nous le présenter, qui ne sera peut-être pas... Est-ce que tu as l'impression qu'on est plus que jamais à la croisée des chemins? Ou est-ce qu'on est plutôt à l'éveil? Est-ce qu'on se réveille de quelque chose? Moi, je pense qu'on est à l'éveil. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas la bonne connaissance. Donc, si on n'a pas la bonne connaissance, on ne peut pas s'éveiller. Si on n'a pas la bonne information, on ne peut pas se révéler. On peut pas... si on t'apprend avec des choses fausses, comment veux-tu avoir le repère? Il n'y en a pas. Donc, de te repérer, c'est vachement important. Et donc là, ça va beaucoup plus vite. Et parce que quand quelqu'un a son cœur ouvert, il suit ses intuitions, sa vie est quand même beaucoup plus belle parce qu'il suit son cheminement, il suit ce qu'il a à vivre. Et même s'il y a des hauts, des bas, c'est la vie, c'est les rencontres, c'est la magie de la vie, quoi. On est obligé, Mais de nous enlever ça, de nous faire croire qu'une machine va être mieux que nous, alors que chimiquement on est magnifique. En fait, ils sont très très loin. Quand je m'interroge sur le corps humain, je me dis c'est une machine merveilleuse. C'est une machine merveilleuse. S'auto-guérit, qui est capable de tout, de sentir, d'aller dans tous les éléments. Oui. On ne peut pas faire mieux. Mais est-ce que tu as eu une autre vision? On parle toujours de dualité parce qu'on est dans un monde de dualité ici dans la matière en partie, ce qu'on croit toujours, ça c'est la première option. Est-ce que la notion de bien et du mal t'est apparue différente après ton expérience? Est-ce qu'il y a vraiment un mal, on va dire, actif, incarné, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de nous? Comment est-ce que tu perçois ça et comment est-ce que tu vois ça? Par rapport à ce qui nous arrive, là, je pense que l'humain est bon. C'est autre qu'humain, quoi. C'est pas l'humain. Après, ceux qui sont les marionnettes de ça, voilà, je sens que quand ils vont se réveiller, ça va être dur pour eux. Voilà. Donc, on peut dire qu'il y a des... Mais là, on est beaucoup plus puissant que tout ça. Quand j'ai fait mon livre, ça m'a vraiment été révélé, quoi. Le fait que l'ADN se remet en lumière. On est tellement plus puissant que tout ça. C'est-à-dire que dans l'univers, on est fait vraiment de ces molécules qui sont tellement fortes, tellement puissantes, qu'au niveau univers, on est plus puissant que tout ça. Tu parlais de la notion de courage dans ton livre, quelqu'un qui est courageux, qui révèle. Il entraîne les gens aussi dans cette force-là. En fait, à la fin, j'ai mis effectivement quand on change le monde, on change le futur, déjà avec une intention, avec quelqu'un. Juste cette intention. Là, une petite intention suffit pour changer la vie de quelqu'un, juste ce futur-là. C'est-à-dire que des petites aides, des petites mains. Finalement, c'est les petits oiseaux, là, les petits, comment on dit Oui, c'est un petit effet papillon du subtil, quoi. Voilà, c'est-à-dire, c'est j'ai oublié comment ils s'appellent, ces petits oiseaux tout petits. Les colibris, voilà, c'est les petits colibris qui ont un jour éteint un feu de forêt. Ces tout petits colibris, c'est ça. Si on est des petits colibris, on peut faire des grandes choses. Il faut. Donc on a besoin de l'autre finalement. Ah oui, seul, c'est bien de s'éveiller tout seul, mais enfin bon. Le but, c'est on est des êtres sociaux. Alors, est-ce que tu peux nous parler des télomères? Ah oui, alors ça c'est Dr Blackburn qui a découvert en fait qu'au niveau des bouts d'ADN, il y avait une enzyme particulière, donc la télomérase. Et en fait, si elles se raccourcissent, ça veut dire que notre temps de vie est diminué. Donc comment faire rallonger ces petits... parce qu'une fois qu'en fait on a fait nos ARN, nos copies de nous-mêmes, il y a un temps de vie. Quand ils sont raccourcis, eux ils savent. Donc ils ne vont pas se renouveler, ils ne vont pas renouveler ton système immunitaire. Et là, s'il y a un virus, n'importe quoi, il n'y aura rien parce qu'ils ne sont plus là.
Voilà. Et pourquoi on les perd? Comment? Est-ce qu'il y a un moyen d'empêcher? Voilà. Et donc, voilà. Et donc c'est fabuleux parce qu'elle a travaillé là-dessus et elle a réalisé, alors c'est pour ça qu'elle a réalisé qu'est-ce qui fait grandir vraiment cette enzyme télomérase, qu'est-ce qui les fait grandir à nouveau. Et alors on peut penser à tout, hein, et en fait on ne pense pas à la seule chose, et moi j'ai trouvé ça énorme. Les gens qui augmentent leur télomérase, déjà, c'est des gens qui sont plus en paix à l'intérieur, qui méditent, qui sont plus relâchés, qui n'ont pas de stress, mais surtout qui sont altruistes. Ah, qui vont vers l'autre, en fait, voilà. Qui donnent de l'amour toujours. Quand tu donnes de l'amour, voilà, quand tu es émerveillé, et quand tu donnes de l'amour, tu augmentes la télomérase. Et si tu as la capacité de t'émerveiller chaque jour aussi, voilà. je pense. Ouais. Mais alors, le plus, c'est l'altruiste. Aller vers les autres. Voilà. Là, il y a une photo, moi, qui m'a frappé. Je crois qu'il s'agit d'une protéine de mémoire qui a cette forme-là. La forme de croix, elle est lumineuse, elle est en forme de croix. Alors, parle-moi de cette protéine. La protéine, la laminine. En fait, elle soutient toute forme cellulaire. Elle est un maintien, c'est le pilier, en fait. C'est le maintien de toute cellule, toutes ces formes. Et donc, c'est une protéine qui est juste lumineuse, quoi. Elle est juste à la voir, c'est quand même la croix du Christ, mais sans le Christ, quoi. C'est incroyable, qui est dupliquée à l'infini dans notre corps, quoi. Et de le savoir, je trouvais ça magnifique, quoi. Et il y a un message caché dans l'ADN. Ouais. Ça, c'est incroyable. Raconte-moi cette histoire, parce que ça, c'est fabuleux. Ouais. Alors ça, c'est Gret Braden qui a mis 12 ans à peu près pour comprendre qu'il y avait effectivement, parce que l'ADN a une syntaxe grammaticale, et en comprenant ce qu'il y avait derrière l'ADN, le code secret de l'ADN, c'était marqué on est Dieu, en fait. Dieu est en nous. Ouais. Dieu est en nous, en fait. Pour ceux qui ne sont pas scientifiques, ils ont du mal à comprendre la syntaxe grammaticale. Est-ce que tu peux expliquer ça, vulgariser un petit peu la syntaxe grammaticale de l'ADN? Ça, en fait, ils ont compris que l'ADN a un langage propre et c'est ce qui fait que l'hypnose marche bien. Parce que justement, l'ADN est sensible aux mots qu'on emploie. Il y a certains mots. Et donc ça, c'est une organisation de Health Mars, je crois que c'est aux États-Unis. Et donc, ils ont réalisé que plus tu disais des mots brutaux, des mots agréables, et donc plus tu relâchais, en fait, plus tu étais dans un état de relaxation et tu avais des mots d'amour et des mots de tendresse, et plus l'ADN se relâchait, en fait. C'est fabuleux. Et si ton ADN se relâche, elle augmente aussi la télomérase, elle augmente ta régénération. Et en fait, tu changes ta structure intérieure. C'est incroyable parce qu'elle se renouvelle. Un des commandements, c'est tu ne jureras pas. C'est-à-dire que tu ne proféreras pas de gros mots, ni de la suite, ni des choses comme ça. Donc c'est aussi une médecine. Oui, mais ça, là, aujourd'hui, on a des scientifiques qui se sont vraiment appropriés tout ça. Donc, c'est pas du vent, là, c'est réel. Il y a une adéquation toujours. Et c'est fabuleux parce que, voilà. Et donc, alors, cet alphabet de l'ADN, concrètement, alors, ça veut dire que les scientifiques ont découvert qu'il y avait, je ne sais pas, une séquence ou quelque chose. Comment que ça se présente? Oui, je pense que c'est par rapport à l'ADN. Alors, je n'ai pas approfondi, je l'ai vu effectivement, mais je ne l'ai pas forcément mis dans le livre. Mais effectivement, elle a une syntaxe grammaticale par rapport à sa composition, en fait. Et donc, certains même se sont même amusés à faire de la musique avec l'ADN, en fait. Oui, voilà. Et puis de toute façon, toutes les manipulations génétiques sur l'ADN, c'est à partir de lettres. Oui. Et donc, le code de l'ADN veut dire Dieu est en nous éternel. Dieu est en nous, voilà. Ouais. Ça, c'est assez incroyable. Ouais, donc ça veut dire qu'on a tout en nous, et si on se rouvre à nous-mêmes, à notre cœur, à notre intuition. Déjà, l'intuition, c'est une première base à ressentir. C'est comme si on allait retrouver la boussole qui allait nous entraîner vers ce qui est bon et juste pour nous. Juste à écouter, tiens, ok, aujourd'hui je suis pas bien. Ok, je suis pas bien. Mais juste dire ok, quoi, et écouter nos émotions, bien ou pas bien, hein, mais juste écouter nos émotions. À partir de là, on s'apaise, on reconnaît le fait de reconnaître en conscience nos émotions et les choses qui nous habitent. Ça nous apaise, on se relâche, on comprend mieux, et puis ça nous restaure. Comment écouter ces émotions? Parce que le mental est fort, le mental est toujours prégnant, c'est compliqué. Moi, quand je veux ou prier ou entrer en méditation, c'est compliqué parce que j'ai 10 000 pensées.
du mal à me fixer. Alors, comment relâcher ça? Ce serait un anarchie qui est pas mal là-dessus, hein. Ça c'est son boulot. Mais l'investigation du jeu, là, c'est qui es-tu à travers ces pensées? Tu n'es pas ces pensées. Ouais. Voilà. Donc ces pensées qui te traversent, tu les laisses traverser. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton essence. Donc bon, là, tu les laisses traverser, c'est pas toi. C'est ressens-toi dans le cœur. Et voilà, tu peux écouter la respiration, sentir, et juste faire silence. Tu n'arrives pas à faire silence, bah, c'est pas grave. C'est juste pas grave. En fait, rien n'est grave. Et c'est juste reprendre de l'espace, en fait. Voilà, si tu as juste un espace, même si tu as des pensées, et bah, moi, j'ai la chance que j'en ai pas, en fait. C'est une vraie chance. J'ai pas de pensée. Depuis ma NDE, je n'ai pas de pensée. aux autres, quoi. Ouais. Plus. Non, mais on parlait de l'ADN, justement, le code secret de Dieu de l'ADN, justement. Ouais. Et en fait, on a découvert que l'ADN était télépathe. Oui, parce que grâce au biophoton, à la lumière, et l'onde va beaucoup plus vite. Le cerveau est très lent par rapport à l'onde lumineuse, qui est rapide et qui est intuitif. Et donc l'intuition, le message est rapide. Et ça se transmet au niveau alchimique, c'est-à-dire que par les ondes en nous, et ça va très vite. Et on a du fractal, et le fractal, pour moi, c'est comme un nombre d'or. Un petit peu les fractals qui ont été redécouvertes après la Deuxième Guerre mondiale par un américano-franco-polonais, mais enfin qui est on va dire l'approche mathématique la plus proche de la création de l'univers, et qu'on retrouve. Et il faut le dire, on est en Bretagne ici, la fractale la plus parfaite géographiquement, c'est la Bretagne. Voilà. Dixit, celui qui a réinventé les fractales. Mais oui, c'est aussi un schéma de l'univers ou de Dieu, enfin, comment on veut le trouver. C'est une communication rapide, je dirais ça comme ça. C'est la forme dans la forme aussi. Hein. À un moment donné, tu parles de thérapie quantique et de biophotons. Oui. Hein, et tu dis, ces vaccins font réellement à la génétique humaine, mais certains scientifiques pensent qu'ils sont conçus pour nous déconnecter de notre esprit créatif. Oui. Tu peux développer? Alors, je dis bien certains scientifiques, parce que, certains scientifiques disent qu'il y a du graphène dans les vaccins et que ce graphène bloquerait les biophotons. Voilà. Et donc ça, on va dire que je ne suis pas une scientifique qui peut se pencher à fond là-dessus. Ouais. Moi, j'ai mis juste des choses, mais je me dis que les biophotons sont essentiels. Donc si effectivement ça bloque les biophotons, ça bloque l'intuition des gens. Et donc ça bloque le discernement. Et c'est essentiel, hein, voilà. Ouais. Mais bon... Donc si certains scientifiques ont émis ça, c'est quand même à vérifier déjà et à voir comment, dans ce cas-là, pour tous ceux qui sont vaccinés, comment Comment est-ce que le vaccin peut agir sur eux à partir de maintenant? Bon, on a parlé beaucoup des effets secondaires, on parle beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on sait qu'on peut détoxiner les vaccins, quoi. Il faut le savoir, et puis parce que le but, c'est que les gens aillent bien. Il y a même des plantes naturelles, la moutarde par exemple. Alors ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'on est tombé en pleine pénurie de moutarde en plein Covid. Ouais. Tout d'un coup, il n'y avait plus de moutarde. Alors il y a des choses mieux. Hein. Enfin, il y a des choses. Oui. Donne-les, tu peux les donner. Il y a le CDS qui est quand même très doux et qui. Qu'est-ce que c'est le CDS? Le CDS, c'est docteur. J'ai oublié docteur. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a des associations qui se sont mis. Ils donnent beaucoup de choses en fait. Mais effectivement, il y a des choses quand tu vois au microscope, ça aide vraiment, quoi. Le but, c'est que ça aide vraiment, que ça soit pas. Parce qu'on a tellement d'informations qu'on ne sait plus ce qui est juste et bon que dans les informations. Donc ça, on sait que le CS, ça marche. Donc ça, pour un temps, ça marche. On sait que donc les antioxydants, si le graphène est réel, les antioxydants avec le zinc, ça va stimuler une enzyme pulmonaire chez toi et ça va dégranuler le graphène. Voilà. En fait, il faut qu'on ait de la biochimie toujours la même chose. C'est très important ce que tu dis, parce que ça va donner l'espoir à plein de gens qui se sont dit merde. On a le droit de se faire tromper, mais il y a des solutions. J'ai les boules, est-ce que ça va être indéfini? Non, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des... Et puis... Et en se soignant, on peut se débarrasser du graphène. Tout à fait. On peut aussi
désimpacter. Il y a des personnes qui, pour eux, ils ont fait le vaccin, ils sont persuadés qu'il est juste et ils se sentent bien. Bien sûr. Donc après, c'est libre à chacun et c'est voilà. Moi, je veux pas rentrer dans ce sujet. Oui, tout à fait. C'est quand même. On disait qu'il n'y avait pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité non plus dans l'hérédité, dans l'ADN. Tu disais qu'on peut réparer en fait tout ce que nos ancêtres nous ont transmis. On peut réparer. On peut. Tout à fait. Alors, je vais te dire pourquoi je te pose cette question-là. Nous ici, on est en Bretagne. La Bretagne a subi des traumas collectifs. Un, guerre 14. 2, il y a eu une répression sur la langue bretonne qui a été féroce et qui a coupé les jeunes enfants qui étaient à l'école de la langue maternelle qui était la langue de l'amour. C'est-à-dire que dans ces années-là, les instituteurs venaient dans les fermes pour leur dire « il ne faut pas parler breton à vos enfants ». Donc, tout d'un coup, la mère ne parlait plus à l'enfant. Donc ça, c'était un traumatisme. Il y a eu la guerre 14 qui a envoyé de l'alcoolisme. Et alors que la Bretagne, avant la guerre 14, était le pays où on buvait le moins et on se suicidait le moins, après la guerre 14, on est arrivé champion du monde de l'alcoolisme et 2 fois supérieur à la moyenne nationale du suicide. Donc c'est ce trauma qui se transmet. J'ai travaillé et discuté avec une thérapeute qui s'appelle Marielle Visset, qui travaille beaucoup là-dessus ici en Bretagne et qui dit la même chose. C'est-à-dire que les traumas se transmettent dans l'ADN. On peut guérir de ça. Tout à fait. Et j'en parle avec justement Amer en parlait déjà, que donc, tout ce qui était même transgénérationnel avait un impact et c'est pour ça que parfois on pouvait être malade. Et, mais en tout cas, c'était comment on appelle ça, quand on est malade, c'est une alarme, c'est quelque chose qui est là pour t'aider en fait, à t'éveiller à autre chose, à comprendre. Et rien n'est là par hasard. Donc j'ai redécouvert un psychothérapeute, un psychiatre qui a travaillé avec, qui s'appelle Ferenczi. Et lui, en fait, il parle de soutien d'amour, d'empathie en fait. Ouais. Et que pour les gens qui sont traumatisés, justement une aide avec une empathie, une écoute empathique et un soutien empathique était vraiment nécessaire pour justement libérer ces gens traumatisés. C'est important de libérer les traumas parce que quand tu es traumatisé, tu as perdu ton centre et donc tu es plus, tu peux être, si tu as perdu ton centre et donc une partie de ton discernement parce que t'es pas, tu vois, il y a quelque chose qui part. Tu peux être à la merci de certaines choses qui ne sont pas très cool, on va dire. Et donc c'est pour ça que le but, c'est vraiment d'aider les gens à se réunifier, en fait, hein, comme finalement ces thérapeutes qui deviennent comme des chamans, qui réunifient l'être, c'est ça, dans l'amour et l'empathie d'amour. Dans diverses thérapies, ça peut être de l'hypnose, ça peut être cognitive, il y a pas mal de choses. Hein. Tu dis d'ailleurs la loi de grâce. Ouais. La grâce, c'est l'amour gratuit, la tendresse de Dieu pour chaque âme. La confiance et l'amour peuvent nous affranchir de cette impitoyable loi du karma. Oui, c'est pas moi qui dis ça, oui, c'est Edgar Cayce. Et Edgar Cayce, c'est quand même fabuleux. Moi, je le trouve fabuleux parce qu'il n'était pas coupé justement de ce champ informationnel. Et il pouvait s'allonger comme une sieste, et puis il avait les infos qui lui arrivaient tout de suite. Exactement ce qu'il fallait pour telle personne, ce qu'elle doit prendre. Donc il faisait le diagnostic, il faisait le traitement. Enfin, c'est fabuleux, quoi. Et donc par rapport à la loi du karma, il disait justement la loi de la grâce, c'est vraiment quand tu ouvres ton cœur en fait et tu as de la gratitude, tu arrives à la loi de la grâce en fait, parce que tu n'es plus en colère, tu émets plus un chant, parce que quand tu es en colère, tu émets un chant aussi, donc forcément tu peux avoir un retour. Et donc si tu émets plus un chant harmonieux en toi, forcément il y a de l'harmonie qui va arriver plus. Mais si tu veux être harmonieux et tu as une famille qui était en colère, et tu as toute une famille qui était en colère ou qui buvait, c'est comme si tu veux, tu as envie,
tu as la volonté, mais il y a un truc qui n'arrive pas. Tu es tiré. Voilà, tu es tiré, et parce que tu ne sais pas… C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont… On prend un couple, à ton insu, tu peux être tiré par quelque chose que tu ne vois pas, tu ne comprends pas. On prend un couple, chaque couple vient, chaque élément du couple vient avec ses propres bagages. Alors moi, j'ai une expérience tout con. C'est quand j'étais en école d'ostéopathie, on avait des cours de secourisme. Et c'est vrai que tu ne connais jamais toute ta famille, en fait. Et le moment où je suis arrivée, donc un cours de secourisme, j'adorais ça, tu sais, les blessures, machin, tu fais ça, ok, tout ce qui était, voilà. Et puis quand est arrivé le cours sur les blessures internes, j'ai eu une réaction vraiment bizarre. Je me suis mis à trembler, j'étais pas bien, et c'est comme si je m'étais brûlée de l'intérieur. Et donc, je suis restée 1 an sabbatique d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai rencontré des guérisseurs, parce que ma mère me disait je ne comprends plus rien à cette fille, ça me dépasse. Mais j'ai eu une crise de panique, j'ai rien compris à ce qui m'est arrivé dans mon corps. Et c'est plus tard, mon père m'a dit, et en plus j'ai regardé la date. Et en fait, la date où m'est arrivé ça, c'est la date où ma grand-mère était morte et on n'avait pas vu sa blessure interne. Elle a eu accident de voiture. Et en fait, accident de voiture, donc on l'a blessé les plaies qu'elle avait, et on n'a pas vu qu'elle avait une blessure au cerveau, une blessure interne, et elle est morte de ça. Et moi, je ne voulais pas le savoir. Ouais. Mais tu vois, l'impact, le lien sans le savoir, en fait. Et au départ, moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, en fait. Comment faire quand on a une relation, entre guillemets, toxique avec quelqu'un ? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Quelqu'un qu'on aime, de surcroît. Oui, mais c'est dans ce cas-là, c'est quelque part, ça veut dire que dans ta famille, il y a quelque chose de toxique que tu n'as pas vu. Parce que si tu attires à toi, c'est qu'il y a quelque chose déjà dans ta famille. Donc déjà, si tu le répares dans ta famille, si après c'est harmonieux, tu vois si tu es encore attiré par cette personne ou pas. Enfin, les choses vont changer. Ou elle va changer, bizarrement, ou toi tu vas changer. Mais il y a des choses qui vont, où tu vas pouvoir tout simplement mieux te respecter et puis pas accepter des choses qui t'aident. Parce que là, ça s'appelle de l'amour conditionné ou de l'amour, tu fais ça, tu m'aimes, tu fais ça, je t'aime pas, c'est pas le réel amour, quoi. Ouais. Dans ton cheminement, dans l'écriture, tu disais tout à l'heure que tu as appris aussi beaucoup de choses quasiment en cours d'écriture. Enfin, qu'il y a des choses qui te sont venues. Oui, je les ai intégrées. C'est comme si intuitivement, je les notais, et je ne suis pas certain, je ne savais pas pourquoi, mais que c'était important que je l'écrive. Tu vois, c'était bon, il fallait que j'écrive. Et après, en le relisant, parce qu'au départ, je faisais des parties, je n'arrivais pas à tout lire en même temps. Il y a trop d'informations. Donc, je faisais des parties à fond. Je faisais rien. Je refaisais des parties à fond, et j'avais pas encore le… Et quand je le relisais, en fait, tout d'un coup, j'alchimisais des choses que j'avais compris, que je n'avais pas encore vraiment intégrées. C'était étrange, quoi. C'était bien. Tes guides étaient présents, là, tout le temps, pendant l'écriture? Je pense, parce que je ne suis pas une grande écrivaine, c'est pas mon truc. Je préfère être dans le vivant. Je vois l'éditeur. Oui, il a eu beaucoup de mal. Au départ, il m'a dit que je n'étais pas Flaubert. C'est pas ça qu'on te demande. Et oui, mais donc il a été très patient et je le remercie grandement. Voilà, qui m'a permis de sortir de ma créativité, quoi, pour vraiment l'écrire du mieux que je peux, pour transmettre le mieux que je peux. Voilà. Ta vie maintenant, ce livre qui va sortir là, on est en 2024, donc voilà, qu'est-ce que ça va être ta vie maintenant? Tu continues l'ostéopathie ou ce cheminement là intérieur que tu fais aussi? Je ne sais pas, je verrai bien, je ne sais pas du tout. Je vais découvrir. J'aime l'ostéopathie, de toute façon j'aime les gens, et là il a fallu que c'est ce que je disais, j'ai trouvé des outils pour mieux aider les gens avec des fréquences, justement, avec des diapasons de fréquences. Donc voilà, intérieurement, voilà, j'ai encore mon enfant intérieur qui s'amuse, donc tout va bien, ça y est, ça revient là. Justement, c'est quoi le message que tu as envie de dire aux gens? Il faut s'émerveiller. Voilà, émerveillez-vous, regardez. Parfois, on croit que la vie, elle est carrée, qu'il n'y a pas d'issue. C'est parce qu'on n'a pas tout vu, en fait. Et tout peut changer, tout peut vibrer, tout. Regardez d'autres angles que vous n'avez pas vus. C'est-à-dire que la vie, elle n'est pas figée comme on croit. Et quand on est trop stressé, qu'il y a le mental qui est trop figé, il ne peut pas se relâcher pour voir autre chose.
Donc c'est revenez à l'apaisement du cœur pour retrouver des intuitions et autre chose. Croyez en vous en fait. Ouais. Croyez en vous. Alors, qu'est-ce qui explique que ce monde-là, en 50 ans, en 60, a basculé dans justement des choses stressantes pour moi, c'est évident. Hein. Si c'est des lobbies qui mettent plus de sous sur des choses qui ne sont pas forcément justes, on oublie l'essence même de l'humain, quoi. Et c'est l'humain qui doit passer, en fait, avant tout. Même les écoles, je vois comment... Les enfants, ils apprennent par stress, c'est genre jamais suffisant, toujours plus. Ouais. Et il n'y a pas un temps de pause où ils peuvent poser des questions, s'entraider. Parce que normalement, c'était ça à l'époque. C'est-à-dire quand on a un cours, on comprend, on pose des questions. Mais là, moi, quand j'étais prof, j'étais surprise parce que j'étais prof pour le bac plus 4, pas plus 2, pas plus 4. Ils ne posaient pas de questions, quoi. Et pourtant, je faisais un sacré travail pour les intéresser, qu'ils comprennent qu'il y a une interaction. Et ils ne posaient pas de questions, quoi. Et s'ils ne posent pas de questions, c'est comme s'ils apprennent bêtement des choses sans les remettre en question, quoi. Enfin, pardon, mais ça, c'est vachement important, quand même. On parlait d'éveil tout à l'heure, parce qu'effectivement, on est au XXIe siècle, on a une route là qui est là, peut-être une autre, on n'en sait rien, on ne sait pas laquelle on va prendre, mais tout cela, depuis longtemps, finalement, l'humanité vit dans monde de... J'ai cru à ce que tu avais dit un temps. Il y a 3 ans, je pensais la même chose. Aujourd'hui, je ne pense plus la même chose. Qu'est-ce que tu penses alors ? Je pense que notre lumière va jaillir en nous. Et tout ça, c'est comme si on te mettait des écrans de fumée qui ne sont pas vrais. Mais tout ce qui n'est pas vrai, à un moment donné, disparaît. Hein. Tu vois, ça ne dure pas. Ce qui n'est pas vrai ne dure pas. Donc, c'est émaner notre lumière. Et c'est la lumière qui va de la vérité qui va jaillir. Et tu penses que là, ça y est, on est le mur se fissure là Je pense que plus de gens vont connaître la vérité, plus ça va se fissurer, plus les choses vont se transformer réellement. Et se soutenir. C'est un beau message que tu donnes, parce que c'est vrai que... déjà, je sais que c'est pas évident. Par exemple, on nous a dit un virus, on nous a fait croire beaucoup de choses, hein, le climat, le virus, et tout d'un coup, quand on réalise que le virus n'est peut-être pas naturel, donc s'il n'est pas naturel, ça veut dire qu'il est chimérique. Donc s'il est chimérique, ça veut dire qu'il ne dure pas. Il ne tiendra pas. Je rejoins Jean-Pierre Petit, que je vais rencontrer, et qui expliquait comment était fabriqué le monde. Il prenait l'exemple de boules que l'on met en pyramide. Il dit, ça c'est le monde, la structure du monde. Si vous mettez une boule de plus, la pyramide s'écroule. Ou alors il faut la tenir artificiellement. C'est ça la chimère. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que le mensonge ne tient pas. Si la vérité surgit, le mensonge ne tient pas. Parce que on peut nous faire croire tout ce qu'on veut. À un moment donné, profondément en nous, on sait. On sait, quoi. Parfois, on n'a pas envie de savoir parce qu'on est lié à la peur. Tant qu'on a peur, on préfère le mensonge. Parce que le mental, il veut se protéger. Oui, il rassure. Le mental, en fait, si on lui dit un mensonge protecteur, il va croire au mensonge protecteur. Parce qu'il a vite envie de... Ça, c'est l'amygdale quand elle est trop stressée. Et avec ses neurones miroirs, il a juste envie d'être rassuré. Et donc, même si c'est un gros mensonge qui le rassure, tu vois, il a besoin d'être rassuré parce que le mental, il n'aime pas être choqué. Il n'aime pas être insécurisé, en fait. Donc, il a envie de s'apaiser le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que c'est les voies... c'est là que c'est... le mental peut être biaisé par rapport à ça. C'est pour ça que c'est bien de revenir au cœur, parce que lui, il sait mieux. Et le mental, c'est humain. L'amygdale, elle ne peut pas rester trop longtemps. Il a besoin d'être rassuré. Et tu ne penses pas quand même qu'il y a des gens qui sont tellement pris, tellement endoctrinés, malgré eux, dans une espèce de fausse vérité qui ne capte pas humain. Ça. Quand on nous dit, nous, on a des croyances, c'est comme un cadre. Hein. Il y a un cadre qui est là, et ce cadre, tout d'un coup, on te dit, mais en fait, il n'existe pas, il n'est pas bon pour toi. Bref, c'est énorme quand même. Toi, tu as grandi avec ce cadre, tu as grandi avec tout ça, puis s'il n'existe plus, tu fais comment ?
là, c'est le propre de chaque homme d'y aller étape par étape, en fonction de ses possibilités. Donc, en fait, il faut être doux avec ces gens-là. Il faut comprendre que le plus beau cadre, c'est celui-là que tu retrouves en toi, dans ton divin, dans tes intuitions. C'est petit à petit, tu vois, c'est vraiment... il faut être délicat, en fait. Tu vois, parce que quand tu dis, tiens, nous, on a raison par rapport à d'autres, attends, c'est si violent. Tu viens pas, c'est violent, puis tu deviens pareil, en fait. Qui te dit que tu as raison? Pourquoi toi, tu auras raison et pas eux ont raison? Tu vois, donc c'est laisser le libre arbitre et l'espace, en fait, à l'autre, retrouver ce qui est le plus juste en lui. Et qu'importe le moment où il s'ouvrira, en fait. L'important, c'est que si des gens se sont déjà ouverts, ils peuvent les accueillir, en fait. Qu'on peut les aider. C'est ça. C'est un beau message. Merci Christine. On rappelle le titre de ton livre. 33 clés pour s'émerveiller. Voilà. Très beau livre que je conseille parce qu'il est facile à lire. Il est très synthétique. Il est lumineux, je trouve. Voilà, il y a énormément de clés. Et puis, voilà, on sait aussi ce que la science nous apporte de bon. Parce que la science n'est pas rejetée. Non, elle nous a apporté beaucoup de choses. On n'est pas anti-science. Je pense que les deux, comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais je pense qu'on est ça. La justesse, elle est là, finalement. En tout cas, il y a, je disais, les particules d'infinité. C'est-à-dire il y a des possibilités. En fait, il faut voir les possibles. Les possibles qu'on ne connaît pas encore, mais qui sont possibles. Donc, il faut ouvrir la porte aux possibles. Merci Christine. Merci à vous.